Ah, salut tout le monde. Donc ça va. Pour vous, c'est le matin, normalement 8 heures. Alors, vous verrez cette vidéo, moi je suis tranquille, en congé, au petit-déj ou dans un bain à bulles, on verra ça. Avec aussi plein de café. Comme toujours, nous allons nous prendre le temps. C'est dimanche matin. Et on a un petit unbox à faire, à savoir celui-là. Le Hobao Hyper MTX, donc quatrième de la série des Hobao MT. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons parler un petit peu de l'historique de ce MT, comment c'est arrivé là. On va bien sûr montrer l'engin, on va revenir rapidement sur certains points qu'on connaît déjà qui n'ont pas évolué, et parler bien sûr des points qui ont évolué et pourquoi. Hobao a lancé cette gamme avec le MT Sport, une carreau pas tout à fait orthodoxe dessus, était prévu au départ en nitro et en électro 4S, les masses très reculées, pas de diff centrale, pas de slipper. On avait des soucis de transmission, d'hexagone qui déchirait les jantes. Ils ont changé le style avec le MT Sport Plus, qui a reçu donc une cabine de pick-up, des roues plus grosses, un slipper en option qui ensuite était de série et ensuite est arrivé aussi grâce au MT2 qui est donc beaucoup plus gros, c'est du 1/7. Le MT Sport et tous les autres ont un anthrax de 380 mm à peu près, là on est sur du 405 mm, mais équipé d'un diff central de série. On a donc reçu ce diff central en option sur ces bestiaux là. Et le MTX a enfin le diff central de série. Au fur et à mesure du temps, ils ont commencé aussi à avancer les masses. Avec le MT2 sont arrivés des nouveaux bacs lipo qui ont été greffés aussi sur ce MTX là. Et je crois que sur les derniers MT+, possible que certains aient reçu aussi ces bacs. Alors, pourquoi encore une fois changer l'engin? Et qu'est-ce qui lui manque toujours encore? Ce qui lui manque toujours encore, on a bien sûr maintenant enfin un diff central de série, mais ce qu'on aurait aimé bien sûr, c'est le slipper plus le diff qui est vraiment le meilleur ensemble pour le bash. C'est ce qui équipe le HPI Savage Flux, c'est ce qui équipe le Hongnor X Mars. On n'a malheureusement pas ça sur le Team Magic E6, ni sur le R-Evo, mais le R-Evo a un Cush Drive qui fait super bien son boulot aussi. Le MT Sport et Sport Plus étaient des MT donc avec un anthrax relativement long, mais avec une voie encore relativement étroite, un débattement de suspension assez court, un châssis très affiné. Pour moi, ça a toujours été l'évolution du HPI Savage Flux. C'est ce que HPI aurait dû faire de son Savage Flux avec le temps, réduire la hauteur du châssis, ramener tout en bas. Ça reste par contre un MT avec une garde au sol plus grande au centre que sous les essieux, donc qui permet de gros franchissements. C'est des engins qu'on aime bien utiliser dans un terrain chaotique. Et ils ont choisi de mixer sur la longueur des amortos, de faire un peu entre, moins de débattement pour qu'il soit bien sûr plus vif et plus facile à piloter. Ce que je trouve allait très bien sur le MT Sport au départ. Sur les MT Sport Plus, là on attendait un peu plus de débattement, surtout avec les gros boudins. Et souvenez-vous, entre-temps, ici au garage, on a fait ce qu'on appelait le MT 1.5. On avait donc utilisé des MT Sport ou Sport Plus, sur lesquels on avait greffé des trains de MT2 ou l'inverse, acheter MT2 et greffer le châssis et les cardancours du MT Sport pour se retrouver donc avec le diff central, les voies larges et le châssis en 380 mm pour être justement dans les dimensions d'un Savage Flux. Évidemment, comme c'était un montage de l'un sur l'autre, on n'avait pas tous les atouts du MT2 qui étaient les renforts de tourelle et tout. On ne pouvait pas tout répercuter sur l'autre parce qu'on n'avait pas la place sur le châssis. Mais ça marchait très bien. On en a fabriqué quelques-uns pour moi, pour papa, RC, pour Parrain RS, pour plusieurs abonnés. J'ai dû en faire une quinzaine au total. Pourquoi il n'y a pas les 15 vidéos? Parce que les mecs ils voulaient pas les vidéos et puis 15 fois la même vidéo, ça ne va pas vous servir à grand chose. Hobao a ensuite récemment demandé à des gens
dont ils estiment qu'ils avaient suffisamment de connaissances mécaniques et d'expérience, ce qu'ils aimeraient voir comme évolution là-dessus. Et moi, j'ai tout simplement envoyé la vidéo du MT1.5. Ils ont accroché. J'ai demandé, par contre, comme je le redis, c'est pour moi c'est important, c'est le slipper plus le diff. Et j'ai demandé aussi la carreau du MT2 sur ce nouveau MT, et qui nous propose une carreau plus grosse sur le MT2 aussi à l'échelle. On peut pas tout avoir parce qu'il y a aussi évidemment le budget qui rentre en ligne de compte et un tas de choses. On a donc ici le look extérieur du MT+, mais en dessous, vous allez voir la méca issue avant-arrière du MT2, plus des mises à jour sur la direction, le châssis, matériaux, solidité, et aussi quelque chose sur l'ancrage de suspension, puisque sur ces MT Sport ou le MT2, on a toujours eu ce problème que la tourelle était en plastique. On a les amortos sur les gros sauts qui allaient toucher leur point d'ancrage, donc les cavaliers avec la déformation, ça faisait une trace dans la suspension, et évidemment ce flex aussi dans la suspension réduit l'effet de suspension. Les pneus, au début, je me suis dit bon, avec un demi-offset comme on peut le voir là, ça va peut-être faire très large. Mais vous allez voir que non. Et on va commencer à parler de ça. Tout d'abord, les jantes ne souffrent d'aucun problème. Je n'ai jamais eu de casse sur ces jantes. Si bien sûr l'hexagone tourne dedans parce que l'écrou s'est desserré, c'est pas la faute de la jante ni du constructeur. C'est Mani qui n'a pas mis assez de loctite ou pas serré assez fort ou resserré. N'oubliez jamais de resserrer de temps en temps vos roues. Le plastique travaille, l'écrou se mate dedans. Avec les coups, ça peut se débloquer. Donc très content de ces jantes. Sur la boîte, évidemment, oui, on a le chrome. Vous recevrez par contre les grises, ce qui est pas plus mal, puisque le chrome, ça tient jamais vraiment longtemps. Il faut savoir que ces jantes existent en plusieurs couleurs Shobao, en noir, en gris et en chrome. Et je sais pas s'ils avaient fait le black chrome. Le pneu, lui, en lui-même, le caoutchouc d'excellente qualité. On a des parois épaisses, se déchirent pas facilement, ballonnent, mais sans péter à la frimousse. La mousse est un peu légère. C'est bien sûr pour le poids total du pneu. Le problème c'est que la mousse, comme c'est souvent le cas avec des pneus qui ballonnent beaucoup, c'est que le pneu va ballonner, la mousse pas. Elle va avoir tellement d'espace de libre qu'elle va s'ouvrir. Peut arriver que tu la déchires. Ça c'est dommage. Mais maintenant nous avons tout en mousse. Donc quand ça t'arrive, t'es pas perdu, t'es pas obligé de racheter des pneus complets. Tu passes sur le site tout en mousse et tu te commandes les mousses à la dimension que tu veux pour mettre dans ton pneu. Quand tout est monté niveau feeling, et ben pour du pneu de MT, c'est tout à fait ce qu'on veut. C'est un gros pouette bien moelleux qui accroche bien au terrain. On a des crampons relativement agressifs quand même. J'apprécie toujours quand on a des crampons qui débordent sur les côtés. J'aurais bien aimé les voir même arriver plus loin sur les côtés. Déjà, ça protège les flancs. Ça donne un look super agressif. Ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, on n'aura pas trop de grippe latérale. Donc, on n'est pas trop mal. Un tout petit mieux encore au niveau de la mousse. Et on sera vraiment tranquillou. Moi, vous le savez, j'aime bien les véhicules en kit, de préférence. N'existe pas en kit, existe ici en version pré-montée sans électronique. C'est évidemment celui que j'ai pris avec une carreau à peindre. Tu reçois donc avec, bien sûr, écrou de roue, clips de carrosserie, toute la visserie nécessaire et le pignon qui est ici un 15 dents. Et le moteur, ça c'est un point très important que vous devez savoir et auquel vous devez penser. Le moteur est prévu en 40 mm de diamètre. La bague ne se met pas à l'arrière du moteur. Résultat, tu peux pas. Il y a certains moteurs qui ont des ailettes, donc en 42, qui n'ont pas des ailettes jusqu'au bout du moteur. Donc si la clampe était située relativement au bout pour ce type de moteur, il y en a qui ont des ailettes qui s'arrêtent. Donc là, tu peux monter un moteur en diamètre 40, ce genre-là. Si tu prends un moteur en diamètre 42, fais pas gaffe à la longueur, celui-là il est un peu plus long. Si les ailettes s'arrêtent au bout et que la clampe était au bout, tu pourrais le mettre quand même
par exemple, comme c'est le cas chez HPI, ils ont aussi des moteurs 42, mais les clamps se prennent sur la partie 40. Après, il y a des moteurs où tu as des ailettes jusqu'au bout, ou des ailettes d'autres motifs que tu ne peux pas fixer. Donc, il est impératif de commander la clamp option 42 mm, et elle existe. Elle est dispo. Pensez-y. Parce que sinon, vous allez être embêté. Alors, tu peux rouler un petit peu sans faire trop le foufou avec... sans ta clampe à l'arrière au départ, le temps d'avoir ta clampe de 42 si tu n'y as pas pensé. Mais je t'invite vivement à la monter. Moi j'avais essayé sans la clampe pour voir, il ne s'est rien passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'arriver des magouilles. Tu reçois des mousses avec pour caler tes lipos. Et tu reçois cette mousse avec. Là, certains vont se dire, ah tiens, c'est une erreur, c'est une mousse de moulage de quelque chose. Ça se colle dans le toit de la carreau et ça se pose sur l'arceau. La roulette, parce que chez Obao, ils ont opté pour une roulette à 3 roulettes. Et c'est assez étrange, c'est hyper massif. Est-ce qu'on l'a sur les photos là? Regarde. Ça fait vraiment énorme. Perso, moi, je ne monte toujours que la roulette du centre. Je change ma vis et je laisse tomber les deux autres. On voit quand même qu'il est assez important, assez massif point de vue largeur. Vu comme ça tout de suite là sur cette photo, ça fait relativement carré quand même, mais c'est dû à la carrosserie qui est beaucoup trop petite. Ça, vous allez voir quand je vais vous montrer le châssis avec la carreau, vous allez comprendre ce que j'aime pas. De face, c'est sympa. On a donc 6,4 kg annoncé pour l'engin. Ça, c'est avec l'électronique, donc le poids d'un Sledge, d'un Chronos XTR, d'un Savage Flux. Dans ce genre-là, on a un Anthrax de 396 mm. Je ne sais même pas 380, donc 396 mm. Donc, c'est aussi l'Anthrax d'un Savage Flux. Et en largeur 400 mm. Tu reçois toujours avec cette petite gaine, parce que ça, tu le reçois depuis le MT Sport Plus. C'était pas dans le MT Sport normal. Le MT Sport... t'avais rien et tu as ton câble qui longeait le châssis qui allait toucher sur la MT2, tu recevais ça avec, que tu fixes avec des Rilsan. On est tous d'accord que ça fait pas super chouette. Solution qu'ils ont réglé ici autrement. C'est pour ça que je parle de ça en détail, si tu te demandes pourquoi je parle de ça. Tu reçois toujours quelques petites clés Allen avec et quelques petits Rilsan. Achète-toi des sets d'outils, passe voir ta boutique préférée ou là où tu as commandé, regarde voir ce qu'ils ont en stock en outils. On trouve des tournevis sympas à 15-20 € le jeu. Donc un set de 4 avec les 3 tailles importantes en RC, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 et 3. On va pas parler plus de la boîte, c'est une boîte. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre avec? On a évidemment la notice, le plan de montage, les pièces options, tout ça, on s'en fout. Et la carreau d'origine qui est donc livrée avec. Sur les RTR, tu peux avoir du bleu ou de l'argenté, je crois. Ça, c'est la version transparente. Donc, libre cours à ton imagination pour faire ta peinture. Et sans plus attendre, on va passer à la suite. Ce qui nous intéresse, voici le bébé. T'inquiète pas, on va s'approcher, on va en causer plus. Je vais te monter rapidement, juste poser parce qu'elles ne sont pas encore collées. Sur la version RTR, tu dois monter, assembler tes roues toi-même et les coller toi-même. Pense-y, ce qui est pas plus mal vu le nombre de roues qu'on a dans le commerce qui se décollent, y compris les grandes marques Proline et autres. Coralie, on n'a pas eu de problème de décollage dernièrement. FS Racing, qui sont déjà prêtes et là, parce que c'est celle que j'ai envie de mettre dessus. Et je me souviens même plus tellement il y en a peu. Je parle en Road Monster. Hein. Proline décollage, J-Concept décollage, Traxxas décollage, Arma décollage, moins quand même, moins. Et je m'y perds dans tout ça. Vlati, que je te colle la carreau dessus pour que tu comprennes ma douleur. Ça, c'est vraiment dommage, regarde. C'est pour ça aussi que je te laisse penser que tu as une belle perspective pour bien voir où est le problème pour moi. On a les passages de roues qui ne sont pas du tout en face. Cette carreau est absolument ridicule. C'est comme la carreau que préconise
Techno pour le Pro, il préconise une carreau Proline de MT 1/10 sur l'engin. Ça lui donne exactement ce look là atroce. C'est pour ça que moi, j'ai pris la carreau du MT2 que notre ami briseur a galéré à peindre, puisqu'elle va servir, c'est pas grave, pour aller dessus. Et tu vois tout de suite que ouais, ça va quand même beaucoup mieux. Hein? Là, tu vois, ça va commencer à causer. Évidemment, on fera encore les trous, les perçages au bon endroit. La carreau va descendre un petit peu. Elle va pas rester au perché comme ça. Simple exemple. N'hésitez pas, évidemment, n'oubliez pas que vous avez Elsace Body RC qui fait plein de carreaux pour cet engin. À cette taille-là, on a bien sûr la carreau MT2 qui existe maintenant en couleur. Rouge, noir, bleu, jaune, vert et blanc. Pour ceux qui veulent faire Casper. Pneumatique, large choix aussi. N'oubliez pas quand vous changez les pneus d'un engin, s'ils sont plus gros, plus lourds, plus de traction, plus de grip, qu'il faut penser toujours à l'étagement. Sauf si tu mets un moteur en conséquence qui est plus balèze, qui peut encaisser que ce soit les petites ou les grosses roues. Je bats maintenant spécifiquement pour les RTR qui vont être livrés avec le 4274 2000 kV. C'est un bon moteur. L'engin fait quand même 6,3 kg, donc il a quand même du boulot à faire. Donc méfiez-vous quand vous changez les roues. Évidemment, si vous mettez des plus petites, ça va faire l'effet inverse, ça va faciliter la vie au moteur. Pensez-y. Ce que Obao a fait aussi depuis le MT Sport, comme vous avez des problèmes avec les hexagones, c'est qu'on avait des capuchons de roues presque borgnes. Ils avaient un trou au milieu parce que tu passais une vis à travers pour aller serrer le tout. Donc tu serrais ton écrou de roue et tu serrais encore par-dessus une vis pour sécuriser l'écrou de roue. Ce sont ces écrous-là. C'était nécessaire quand on n'avait pas de diff central et pas de slipper. Avec le slipper, il le fallait toujours encore, mais les risques étaient quand même amoindris. Depuis qu'on utilise bien sûr le diff central à bord, c'est plus absolument nécessaire. C'est pour ça qu'ils sont repassés sur des écrous simples. Mais tu peux toujours acheter ces pièces options et tu peux toujours les mettre là-dessus. Quoi qu'il va falloir vérifier le filet. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Pour pas que je vous raconte de bêtises. Puisque selon les pièces au Obao, on a un filet différent. Ouais, c'est bon. Donc je te confirme, tu peux toujours encore monter ces écrous-là pour les sécuriser. Tu fais très attention à une chose, c'est la longueur de la vis que tu vas mettre dans ce puits et le fait que j'arrive, bouge pas. Je veux juste serrer ma roue parce que vous savez ce qui va se passer au prochain essai. Voilà. Pour maintenir bien sûr l'axe ici, qui est là, tu as à l'intérieur un BTR. Là au fond. Qui sert cet axe pour pas qu'il se balade. Donc si tu veux mettre ces écrous et ces vis, il faut virer ce BTR là. Et ensuite, il faut bien mesurer la longueur de la vis parce que si la vis serre cet axe-là avant qu'elle soit embutée sur ton capuchon, quand tu vas serrer, tu vas tordre ou casser cet axe. Cet axe qui est en 3 mm ici. On a donc le train avant du MT2, les bras de suspension longs, les longs amortos. Toujours chez Obao, le clips qui maintient la coupelle pour pas qu'elle se barre. Les ressorts orange, donc les plus durs qui sont livrés maintenant de série. Des biellettes à pas inversées en M5, monstrueuses. Des chapes qui elles aussi ont été renforcées au fur et à mesure du véhicule entre le MT Sport, le Sport Plus et le 2. Il y a des modifications de ces biellettes, elles sont maintenant disponibles sur toute la gamme. Le Sport, tu le trouves plus, par contre le Sport Plus. Et donc le MT2 et maintenant le MTX ont celui-là. Bien sûr, le Sport Plus va disparaître avec l'arrivée du MTX. Je pense qu'ils vont finir les stocks et voilà. On a 4 porte-fusées identiques, symétriques.
Les leviers qui sont montés séparés, donc tu peux utiliser ta pièce recto verso où tu veux, monter ta pièce où tu veux. En cas de casse, tu peux changer uniquement ces pièces-là, sont disponibles à part, c'est absolument génial. Au départ, ceux-ci étaient des axes avec des clips, ils ont remplacé par des vis pour plus avoir de blagues. Les cardans, au tout départ sur le MT Sport, étaient trop fragiles. Ils ont renforcé les cardans, les noix ont eu des problèmes, ils ont renforcé les noix, on avait toujours un petit problème, ça pouvait décrocher des fois. C'est pour ça que maintenant ils ont des cardans qui sont estampillés plus 1 mm. Ils ont réajusté la longueur des cardans pour que tout reste en place comme il faut, plein d'ébattements, pleine compression, que tu sois, peu importe l'angle de l'axe, il ne sort plus de sa noix. Toutes ces pièces, bien sûr, tu peux les équiper sur ton ancien modèle, si tu as encore l'ancien modèle, ça pose aucun souci. Les cales de train sont en alu, assez épais, mais attention, ce n'est que du 50-58. Tu peux, sur des gros impacts, si vraiment tu te plantes méchamment sur le triangle ici, c'est arrivé à certains, moi aussi ça m'est arrivé une fois, bon, j'étais pleine vitesse et j'ai pris un arbre juste sur la roue, déchiré la cale de train. Elle s'est découpée, elle s'est ouverte. C'est un problème qu'ont toutes les marques qui utilisent ce procédé de cale de train relativement molles, même si elles sont épaisses. Elles sont... J'ai encore oublié le nom, c'est pas possible. Embouties. Embouties, donc plus fragiles que les pièces usinées, et bien sûr le matériau n'aide pas. Mais cette cale sert aussi de fusible, donc c'est pas plus mal. Si tu déchires la cale, tu n'abrimeras pas trop grand chose d'autre sur le véhicule. À voir. Tu peux bien sûr faire des cales toi-même, tu peux faire des options. Il y a les pièces RC by J, soyez patient, RC by J pour l'instant est en plein travaux. Donc faut lui laisser du temps. C'est normal. Le pare-choc a évolué aussi par rapport au MT Sport, qui était plus fragile, plus fin ici. Tenait le choc quand même. Là, la boucle a été améliorée. Ce qui n'a pas été changé, c'est la partie du bas. Mais on n'a pas eu vraiment spécialement de problème avec cette partie du bas. On n'a pas d'accès rapide au diff, mais c'est le genre d'engin, contrairement à Arma, là-bas c'est nécessaire d'avoir un accès rapide au diff parce que tu dois régulièrement changer tes huiles. Moi je les démonte, je mets les huiles que j'ai envie, donc sur ce type d'engin, je vais passer 150 000 CST à l'avant, on va mettre du 2 millions au centre, on va mettre, selon le cas, je ne sais pas encore si je vais laisser un peu plus fin derrière, ou mettre plus épais à l'arrière qu'à l'avant pour pouvoir drifter plus de l'arrière tout simplement. Ça c'est à toi de voir selon tes terrains. Si tu es sur un terrain glissant, tu vas rester plus souple à l'arrière. Si tu es sur un terrain en herbe ou n'importe où tu as beaucoup de grippe et tu veux récupérer de la maniabilité, tu vas durcir l'arrière pour glisser plus de l'arrière. Attention, bien sûr, plus tes huiles de diff sont dures, plus tu augmentes le stress sur le moteur et la lipo, et plus tu augmentes l'usure de ce qui se passe au niveau de la transmission. Puisque plus de stress, plus de motricité égale plus de stress. La boîte radio, c'est toujours la même, elle est énorme, elle était prévue pour le thermique avec accu de réception, cerveau de gaz frein, cerveau de direction qui est monté là-dessous. Tout le reste de la boîte ne sert relativement à rien. Beaucoup d'entre nous ont supprimé cette boîte, fait une platine simple pour mettre le cerveau simplement. Que ce soit pour esthétique, gain de poids, on a tout essayé, mettre le cerveau devant, etc. Finalement, surtout les derniers engins, vous avez vu, je l'ai laissé parce que ça changerait. Voilà. Comme on a maintenant les longues tourelles, on a les renforts aussi. Fixe au train avant, ça c'est ce qu'on avait déjà sur la MT-15. C'est à l'arrière qu'on n'avait pas pu l'adapter. Ils ont modifié le renfort pour l'adapter au châssis. On a une nouvelle poignée qui a été renforcée parce que l'ancienne pouvait se déglinguer au niveau du bas, au niveau des vis en haut. Ils ont déjà passé eux-mêmes maintenant les M4 à l'intérieur. Au départ, c'était un M3. Et ils ont rajouté cet étage au milieu pour l'éviter de s'ouvrir tout simplement quand tu vas taper fort sur le toit. Et de quoi passer proprement tes câbles. Ici, tu as un rail guide à gauche et à droite. Pour empêcher, si tu mets ton câble long en bas, qu'il aille se prendre dans la couronne. On a un petit cache séparé sur la boîte de vitesse aussi pour protéger la couronne. Là, tu peux passer tes câbles vers ta boîte radio. Si tu veux déplacer ton variateur, il y a de la marge.
tu peux faire comme bon te semble. Parce qu'ici, tu as ton moteur, là, ton vario. Les gens vont se dire, ouais, tu peux relier là et là. Souvent, tu as des câbles longs. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, tu peux laisser tes câbles pliés proprement là-dedans, fixés là-dedans. Les bacs lipo qui sont sortis donc avec le MT2 qui se clipsent. Qu'on va sortir là pour mieux vous montrer la suite. Tu peux les fixer par le haut, tu peux les fixer par le bas. Le haut, c'était là. Toujours 3 velcro à bord. Ne vous dites pas que c'est overkill si vous faites les sauvages. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Les toutes premières versions de ces bacs avaient un problème, se déclipsaient tout seul, que tu les mettais vers le bas ou vers le haut. Sur les chocs, tu as la batterie qui se retrouvait dehors. Forcément, les câbles arrachés, ça c'est moins cool. Ça m'est plus jamais arrivé depuis que le plastique est passé au gris. Tu peux aussi les monter si tu as des vraiment très grosses lipos, si tu veux rouler longtemps et pas forcément fort. Tu veux mettre des batteries énormes, tu peux mettre le bac de ce sens parce que tu peux mettre une méga grosse 4S, tu peux mettre une 6S là-dedans, de chaque côté, moteur avec de petits kV et faire tourner le bestiau en 12. N'oubliez pas que monter les S, ça ne veut pas dire rouler à 200, ça dépend tout à fait de ton nombre de kV. 2000 kV en 6S égale 1000 kV en 12, point de vue, tour minute finale. La différence, c'est la consommation. 6S 2000 kV, tu vas être à 150 ampères. En 12S 1000 kV. Tu emmènes bien sûr un embonpoint de batterie, mais tu vas diviser par 2, voire plus ta consommation. Donc à toi de trouver ce qui te plaît. Moi, pour des engins de ce poids-là, 6 kg 300, 6 kg 500, j'aime bien passer à plus que 6S. Donc 8S, moi ça me va bien dans ce genre d'engin, surtout que ça rentre tranquille. Et là, vu sur le sledge, je roule en 8, mais je roule pas plus fort qu'avec le 6. Par contre, je passe de 12-15 minutes d'autonomie à 20-25. Et au lieu que tout soit chaud bouillant à la fin, je suis tiède. C'est le choix de chacun. Il y a des gens qui roulent jamais fort, ou on a les spécialistes des skateparks qui disent toujours qu'ils roulent fort, mais qui roulent à 20-30 à l'heure dans leur skatepark. Et qui font que, chaque fois qu'il y a un appel de saut, leur saut. Faire un backflip sur une rampe verticale, tu peux le faire avec un TZM Pirate Reaper, tu n'as pas besoin d'un XRT. C'est de l'humour, redescendez, renvoyez-moi la balle. Le Vario est prévu pour être fixé ici. Ils ont fait les fixations de base pour un variateur Hobby-Wing, qui ont donc toujours les 4 vis par le dessous. La pièce est flex, ce qui évite beaucoup de choc au variateur. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de mettre une mousse entre les deux. Je vous rappelle, je vous conseille toujours quand vous mettez un variateur sur une plaque en alu directement, c'est sûr vous pensez refroidissement, mais toutes les vibrations et tous les chocs de la plaque alu vont se répercuter aussi dans l'électronique du Vario. Moi perso, je mets des mousses et ça va bien. Le moteur, tu as une multitude de points d'ancrage en 3 mm ici à l'avant. Donc si tu as un moteur qui a des points d'ancrage en 4, pas de panique, t'en choisis 2 que tu perces en 4. Ce qu'il faudra faire gaffe, c'est la vis. La vis tête bombée ne rentrera pas 4 mm, tu dois prendre une vis M4 avec une tête cylindrique comme celle-ci. Et encore, peut-être qu'il faudra qu'elle soit trop fine, donc au pire, tu peux toujours encore, si tu n'as pas une de ce sorte-là, de ce type-là, tu peux toujours encore aller travailler proprement la tête de la vis jusqu'à ce que ça rentre. Moi, j'ai réussi à tous les coups sans travailler, donc tu vas y arriver aussi. Le support moteur se décale de gauche à droite pour régler l'entre-dents. La bague moteur avec. Ils ont rajouté maintenant une rainure de plus. Ce n'est pas pour choisir si ta bague moteur va être complètement au fond. Ça, c'est la fixation d'origine de la bague moteur. Ils ont ajouté aussi maintenant en plus le refroidisseur. Enfin, où est-ce que je l'ai mis? Ah, bravo Mani! T'as joué avec déjà et résultat, regarde, t'y trouves plus. Donc le petit dissipateur, j'arrive. J'ai dû le ranger par habitude dans la boîte avec les autres. Eh, le voilà. Donc le dissipateur du 8SC, du Hyperstar, au bas haut, que tu peux donc aussi maintenant fixer et clipser là. Ils ont livré avec ça un Serflex pour le fixer. Ça me paraît un peu bizarre étant donné qu'on a des vis en bas.
Après, les ajours sont quand même prévus en 4. Et ça, c'est du 3. En plus, on a cette vis qui est dans le chemin. Moi, je sens que Mani va aller sortir cette vis, va fraiser et la descendre à plat. Comme ça, lui, il pourra fixer ça où il veut tranquillement, sans avoir cette vis dans le chemin. Bon, de ce sens, ça pourrait baser à voir. Attention, évidemment, oui. Selon ton pignon, tu ne peux évidemment pas mettre ceci de ce sens, puisque tu butes sur le châssis. Donc, du coup, la vis ne dérangera pas, ils l'ont mis par là. Mais si tu le vises, tu n'as pas besoin du serre-flex non plus. Et tu peux pas aller où tu veux avec parce que la vis touche quand même. Donc à voir. Moi, ça, je vais fraiser, c'est sûr. Si on peut bien monter ça aligné dedans, il n'y a pas de raison de mettre la clampe en plus. Ça suffira déjà aussi à tenir en plus. Ça, on le fera bien sûr ensemble au moment de préparer la machine avec l'équipement électronique. À l'arrière, comme je l'ai dit, pièce symétrique à l'avant, chape symétrique à l'avant, triangle aussi. C'est cool au niveau pièces de rechange. C'est pas tout ce qu'il y a de mieux niveau motricité d'avoir 4 mêmes trains ou des triangles avant-arrière identiques. C'est pour ça qu'il y a plein de marques qui changent l'arrière par rapport à l'avant pour avoir leurs bons angles de train. Mais au bas, maîtrise relativement bien cette histoire-là. Donc ça se passe bien. Toujours, si tu as un train arrière équivalent au train avant, tu as toujours un point faible. Ce point faible est toujours cette biellette. Puisqu'à l'avant, la direction te permet d'encaisser les chocs dessus, le sauve-cerveau en plus aussi. À l'arrière, elle est fixe, donc soit le point d'ancrage au châssis prend un coup, soit ici. J'ai toujours cassé plus souvent ici sur Obao. Ils ont ensuite décidé de faire une petite pièce annexe qui se visse ici. Cette pièce bute la contre, tu vois, pour empêcher trop d'efforts de ce sens. Elle n'empêche pas les efforts de ce sens, qui sont ceux qui arrachent cette pièce. Ils ont donc rajouté aussi encore une pièce ici. Ce qui fait qu'ils ont bloqué cette pièce, elle a un peu de jeu, mais elle ne peut pas forcer pour tirer sur la chape ou le tirant complet ici. Donc ça réduit les chances de casse. Un moyen très simple, peu cher et efficace de renforcer l'arrière. C'est pas ce qu'il y a de mieux mécaniquement, puisqu'en travail de suspension, on va avoir des efforts, ça va forcer l'un sur l'autre à un moment, selon les angles que tu donnes au train, bien sûr aussi. Comme tu peux régler, il y en a bien sûr qui vont profiter pour pouvoir régler le pincement ou l'ouverture comme ils ont envie. Carrossage, tu peux de toute façon. À ce niveau-là, il existe des pièces alu pour remplacer ça, donc tu peux mettre les 4 en alu si tu veux. Il existe un renfort alu que tu visses ici à la place du renfort plastique qui est maintenant livré avec d'office. Au départ, il n'était pas, tu avais une simple fixation. Maintenant, ils ont mis déjà le plastique dessus. Tu peux l'avoir en alu. Attention, à l'arrière, elle ne se monte pas puisque cette pièce est complète accrochée au train arrière. Et là, on a uniquement ce petit rail en plus. Donc ça, c'est une pièce à part, vissée avec 2 vis par là. Alors que ça, c'est une grosse pièce qui tient plusieurs éléments. Donc attention à ça. Les cales de train arrière sont comme les trains avant, le pare-choc aussi. Au niveau des tourelles, on a une grosse modif. Avant, tu choisissais si ton amorto était fixé là ou là pour l'angle, donc on avait toujours un grand angle de suspension. On a donc cette pièce plastique et le cavalier qui pliait, la suspension qui allait taper. Et en plus, comme la suspension était couchée, on avait bien sûr une réaction autre que un amortisseur relativement vertical, ce qu'on adore en tout terrain. Ils ont donc rajouté une plaque ici, qui est vissée à la place des amortos. Il y a en plus les 2 vis qui tiennent le nouveau support carreau, on en causera après, qui tient ça avec. Donc les amortos sont plus droits. Bon, ne vous inquiétez pas, on va mettre les roues après, je vais vous montrer la suspension comme elle fonctionne bien. Sortie de la boîte, c'est un régal maintenant. On a donc cette pièce en plus. On a les nouveaux supports carreaux pour empêcher la carreau de se faire détruire par les suspensions ici. On aurait aimé que ce soit plat d'un côté à l'autre, mais c'est déjà mieux qu'avant, ça c'est certain. Tu as toute la place du monde pour passer ton clips. Tu vois, même avec une carreau renforcée, tu n'auras pas de problème pour passer clips. Ça c'est cool. Et maintenant les points invisibles. On va commencer par le moins invisible de tous, une modif sur la direction. Obao utilisait avant une barre de Ackerman, c'est-à-dire une
tige pliée en U qui reliait le côté gauche avec le côté droit. Jamais eu de blague avec cette tige, pas de flex, pas de casse. Pourtant, il y a des gens qui se sont fait une maladie de cette barre. Et Obao a décidé, depuis le VS2, de changer cette pièce. Résultat, ils l'ont fait aussi sur le MT2. On a donc une plaque de Ackermann ici aussi. On a lu, toute évidence, connaissant Obao, de bonne qualité. On ne devrait pas avoir de surprise avec. Il y a un point où je vous invite à faire vraiment très attention sur cette direction. On l'a vu sur le VS2, et d'ailleurs je vais vous le montrer sur le VS2 parce que là on ne le voit vraiment pas. Je vous conseille impérativement, même si tu as le RTR, ça va peut-être t'embêter, mais fais-le, d'enlever le renfort de châssis avant. Donc il y a 2 vis par là, il y a 2 vis dans la direction, attention, elles sont mis dans les puits de direction, elles sont montées à la loctite. Ça va pas être facile à enlever. T'as pas trop de place pour chauffer. Parce que tu dois atteindre ceci. Cette vis là que tu vois ici. Ça c'est une simple vis M3 tête fraisée. Mais de l'autre côté là-dedans, il y a une cale spécifique. C'est un cylindre avec un filet M3 et une empreinte hexagonale de 3. Donc c'est un contre-écrou, mais qui sert aussi de cale dans la direction. Ça se dessert, donc démontez-le impérativement, mettez du frein filet et remontez-le. Du frein filet rouge, ça peut être un peu trop, donc mets du bleu, mais soit par radin. Parce que si tu perds ce petit écrou là en dessous, c'est une pièce spécifique, c'est toujours problématique. Alors si jamais ça t'arrive, ne panique pas, j'ai réussi à le faire. Ça m'est arrivé sur le premier VS2 qu'on a eu là. J'ai perdu cette pièce, ça s'est desserré, ça s'est barré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une rondelle et un écrou M3. Nil stop. Et j'ai passé un nil stop à l'intérieur. Attention de ne pas le serrer trop fort, puisque sinon tu vas bloquer ta direction. Ce qui n'est pas le cas justement de l'écrou spécifique, qui est prévu que tu puisses le serrer fort sans bloquer la direction. Donc tu fais gaffe à ça. Moi, je vais bien sûr le faire là-dessus. Je ne vais pas attendre de perdre ma direction. Parce que sur mon deuxième VS2, ça s'est desserré aussi. Et sur la VTE2, qui est là-bas, qui a la même direction, même blague. Donc faites gaffe. Faut y penser. Ensuite, dans les 3 différentiels, on a une grosse modif qui va faire très plaisir à Bexente. Ce sont les pignons internes. Les planétaires et les satellites sont en acier forgé et plus en acier frité. La différence entre l'acier frité ou pressé à froid, l'acier forgé, c'est que l'acier forgé et donc arrive rouge, moulé, préparé, soit donc dans des presses fait en force, soit dans un moule et ensuite démoulé, alors que l'acier frité, pressé à froid, c'est de la poudre. Souvent en plus, c'est bon, là aussi sur l'acier forgé, il y a beaucoup de récupération quand même de nos jours. Et ensuite, il y a une presse qui arrive avec je ne sais combien de tonnes de pression, une vingtaine de tonnes de pression plus. On laisse bien sûr les spécialistes, on en a à bord, les spécialistes de tout ce qui est ferraille, acier et compagnie, ou les fans de YouTube qui regardent les procédés d'usinage et de fabrication, qui sont au courant de ça, qui vont pouvoir nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que je compte toujours sur vous dans les commentaires. Chaque fois qu'on aborde un point, pour que vous mettiez votre sauce, quelles sont les pannes que vous avez vues avec ça, ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire, au fur et à mesure. Si vous savez comment vous y connaissez en procédé de fabrication, n'hésitez pas à partager. C'est très important aussi de partager quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous n'aimez pas quelque chose, il faut le dire aussi. Tous les avis comptent. C'est toujours la façon dont vous arrivez qui est importante. Détendu, avec pointe d'humour, du sarcasme, on adore ici le sarcasme, n'hésitez pas. Donc les 3 diffs ont été améliorés puisque certains avaient des problèmes, surtout sur le MT2, à cause de ces énormes roues qui sont bien plus grosses que celles-là. La vitesse de rotation et la masse de la roue faisaient qu'au freinage ou sur les chocs, ces pièces internes au diff
se faisait broyer la citrouille. L'autre cas où ça t'arrive, et ça c'est tout véhicule confondu, c'est le choc sur le côté ou le passage en étoile à gogo, puisque tu enfonces ta suspette, elle se flexe, ton cardan va taper au fond de la noix et tu comprimes, tu tapes dedans. Sur les engins dont les angles de transmission sont bien pensés, en utilisation normale des battements de suspension, ça arrive bien. Il y a des engins où c'est mal pensé, comme le Losi 3XL. Quand ta suspension travaille comme ça, tes deux cardans vont taper le fond des noix et les deux cardans vont écrabouiller planétaire et satellite pour te faire une belle bouillie. C'est même pas de la salade, tu te retrouves vraiment avec de la bouillie à l'intérieur. Ça, c'est un problème qu'Obao n'a pas. Et on est bien content. Et le diff central, en plus d'avoir reçu les pignons renforcés, a reçu un corps de diff en alu, parce qu'il y a aussi des spécialistes qui ne savent pas s'arrêter quand ça mouline devant, qui ne savent pas relâcher les gaz, et qui donc faisaient fondre les boîtiers de diff. Ça m'est arrivé une fois sur MT2, je l'ai provoqué, j'ai fait 400 mètres aller-retour, donc 200 mètres aller, 200 mètres retour, à fond les barils, en vitesse, sur les roues arrière. Donc le véhicule se déplaçait peut-être à 60 km/h, il était capable d'une vitesse de pointe de 90, donc tu as tes roues arrière qui sont à 60 au sol. Les 30 km/h qui manquent, par le différentiel, passent à l'avant. Donc tes roues avant tournent à 60, tournent à 90, plus les 30 qui manquent à l'arrière. Donc tu as des roues avant qui tournent à une vitesse théorique de 120 km/h, et tes roues arrière au sol. Et là aussi une erreur fatale, et c'est là où vraiment je tiens au slipper et au cush drive. Il y avait la Armanero, bien sûr, aussi, on ne l'oublie pas, avec son super slipper et son diff central. Au moment de freiner, de taper le sol, tu as 60 km/h qui arrivent par là, d'effort, bien sûr démultiplié, c'est juste un calcul théorique pour que tu puisses comprendre. Ceux qui sont vraiment calés en maths et qui ont envie de le calculer exactement ce qui va se passer ici au milieu, peuvent le faire. Donc si tu es hypothétiquement à 60 à l'heure vers là, et ici 120 km/h. Tu envoies un choc à 180 dans ta transmis, mais un différentiel de vitesse, c'est pas 180, non, c'est l'inverse, c'est 120 moins 60. Donc tu as un différentiel de vitesse de 60 qui va être répercuté ici dans ton diff, puisque tu tournes beaucoup plus vite devant que derrière, mais tu viens de bloquer tes 4 roues. Là, il peut arriver que ton diff central ne survive pas aux couronnes pignon. C'est pour ça qu'il y en a plein qui explosent la couronne principale sur leurs engins. À ce moment-là, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Ces engins qu'on roule, si tu roules en 4S PPR, tu n'auras pas de problème. Pour ceux qui ont plus fort, 6S et 8S, tout ce genre de choses, vous devez le garder en tête. Quand vous levez une roue qui commence à ballonner, vous lâchez un peu les gaz, vous gardez le grip. Quand vous êtes en wheelie sur deux roues, il faut lâcher et le laisser tomber. Pas bloquer, taper net. Évidemment, s'il y a un obstacle, c'est marron. S'il y a un obstacle, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est lâcher un coup et reprendre les gaz pour aller s'écraser avec le châssis en face. Dans tous les autres gamelles, si vous avez des carreaux renforcés, le réflexe, c'est je freine et je balance le toit en avant. Le toit de la carreau renforcé va absorber le choc. Surtout qu'en dessous, là, on a l'arceau et la mousse, si tu as tout mis dedans. Donc le choc, la carreau va absorber le choc, la structure ici va prendre le reste aussi. Ce que j'ai pas eu comme problème sur ce MT, ce sont les tourelles. Bien sûr, elles flexent, parce qu'elles sont en plastique. Maintenant, il y a les renforts en plus. Donc les impacts, ce qui arrive très souvent aussi en MT, c'est les impacts, bien sûr, comme ceci, quand tu te loupes, ou le célèbre planté avant, tu as presque fait ton front, mais presque. Hein, tu en as plein des gamelles comme ça, sur ce genre de choc, la machine tient bien. Si à l'heure où je te parle, tu n'es pas allé regarder les vidéos de Stéphane Z, eh ben, mets ici en pause si tu as envie et va voir les vidéos de Stéphane Z et reviens nous voir après. Il a aussi fait un détaillé de très près de la machine, il a tout annoté à l'écran pour ceux qui aiment bien lire. Donc allez voir, il a fait du boulot, il a fait le sauvage avec la voiture pour montrer tout ce qu'elle peut encaisser, il montre les casses derrière et les réparations possibles. Puisque vous savez, moi je ne suis pas un extrême basher, moi je suis un free rider. Donc je vais juste profiter de ma machine dans le gros terrain. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Nous avons parlé des nouveaux points d'ancrage de suspension. Je vais encore te les montrer là-bas avec le MT2 pour que tu comprennes. Les nouveaux plots de carreaux, le renforcement des diffs, le double renforcement central, on va dire un double renforcement.
Les cadres additionnels pour bloquer l'arrière. Me manque, en plus du slipper et de la carreau à la bonne taille, j'avais conseillé des pare-chocs incluant un skid plate ou, pour éviter bien sûr de devoir refaire un moulage ici, mais c'est que la pièce basse, tu me diras en même temps, un skid plate pour protéger le châssis. Châssis pièce maîtresse, c'est ça la plus grosse motif. Ouais, je sais, vous pensiez déjà on l'avait oublié, mais vous l'abordez là tranquillement. L'ancien châssis était en 60-68. Sur le MT Sport Plus, tenait le coup. Sur le 2, on avait un problème. Tu pouvais, souvenez-vous, sur mon premier MT, ça m'est arrivé, sur un gros choc que j'ai tapé ici, j'ai déchiré le châssis en haut. Certains l'ont twisté. Et beaucoup ont eu des casses entre couronne et pignon moteur. Ces casses étaient dues. Souvenez-vous, sur le premier Big Buggy qu'on a fait, on a eu ce souci. J'arrêtais pas de casser du pignon. Parce que le châssis du MT2 étant plus long, on a énormément de flex à ce niveau-là. Et on a donc un moteur qui est monté séparément de la boîte de transmission. La boîte de réduction. Le moteur est monté sur ce patin-là, la boîte de réduction est montée ici. Résultat, on a un flex entre les deux. Et tout comme sur beaucoup d'engins qui ont ça, donc HPI a ça aussi. Sur le Savage Flux, ça m'est aussi arrivé. Mais à l'époque où je roulais en Savage Flux, je ne pensais pas à ça. Je n'allais pas chercher aussi loin. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne m'arrivait pas sur le Sen et pourquoi pas sur le Savage. Parce que le Sen a le moteur fixé avec le diff, alors que le Savage c'est séparé. Le Forza l'a séparé, le Truggy Forza l'a séparé, le Sledge l'a séparé. Il y a de plus en plus d'engins qui ont cette pièce séparée, mais s'il y a du flex, l'entre-dents bouge. Trop loin, tu pètes les dents, trop serré, tu bousilles jusqu'au moteur. Beaucoup étaient inquiets dès le départ parce que tout est ouvert ici pour les débris qui pourraient se coincer dedans, mais c'est jamais les débris qui ont causé problème puisque comme c'est complètement ouvert, ils ne peuvent pas non plus rester accrochés. Là maintenant, ça commence à s'étriquer, donc il y en a plein qui ont fait aussi depuis le départ des caches complets en impression 3D. Où est-ce que je l'ai mis? Souvenez-vous, on a un tonton qui m'en a envoyé un. Pas bien. Donc j'ai un tonton qui m'a envoyé un cache complet à monter là. Et il existe aussi des skid plates, parce que ça c'est l'autre chose qu'on a toujours encore. On a donc le châssis un peu plus haut au centre, quand même beaucoup moins qu'au départ, mais c'est quand même déjà pas mal. Et le gros souci est toujours le même, c'est qu'à l'arrière ici, on peut rester accroché sur les coins, ça c'est l'avant, donc je te mets l'arrière, hop. Oui, cucu, il est où la tête? Là déjà on remplit de terre et de gravats, là il y a la noix arrière et le roulement d'entrée de diff, donc ils prennent la flotte, la boue, la saleté, la poussière. Donc il y en a plein qui ont fabriqué un cache en 3D. Donc c'est dispo sur Thingiverse, le fichier. Tu peux le faire en PETG, en TPU. Là, je les ai reçus en PETG. Personnellement, franchement, je vous conseille vraiment de le faire en TPU parce que le PETG, il craque. Si tu peux le faire en nylon, bien sûr, là, ça sera mieux. Qui protège ici, donc, pour rester accroché moins sur ses coins et ne pas fourrer ici tout ça de terre. Le cerveau ici à l'avant, il est à l'abri, il risque rien parce que les débris passent par là. On a un nouveau ressort de sauve-cerveau aussi, orange. Celui-là, je ne l'avais pas vu. On a toujours 3 diffs qui sont livrés avec la même huile. Pour des raisons de fabrication, c'est beaucoup plus simple. Dans le temps, on avait de la graisse. Shobao, maintenant, ils mettent de l'huile. Avant, on avait des diffs avec des joints toriques qui me plaisaient beaucoup puisque le plastique sur la couronne, il n'y avait jamais de différence d'épaisseur entre les pièces. Le joint torique autour, ça allait très bien. Maintenant, on va savoir pourquoi. Peut-être pour des raisons de coût. Le joint papier est peut-être moins cher. Ils ont un joint plein en papier comme tout le monde. Et tu serres le tout ensemble. Nous, on va l'ouvrir parce qu'on va changer donc l'huile de diff avant, l'huile de diff centrale et l'huile de diff arrière. Ensuite, on installera bien sûr l'électronique. Point très important au niveau de l'électronique. Moteur de 74 rentre tranquille. Et les moteurs de 82 mm, ça dépend de la fabrication. Je vais te montrer pourquoi. On a plusieurs types de moteurs, plus ou moins 82, parce qu'il y en a qui sont en 83 ou en 84. Par exemple, un surpasse roquette en 82 mm, eh ben, il rentre, même avec sa sonde de température. Par contre, pour le branchement de la sonde, il faudra
selon le cas, tourner le moteur pour passer la sonde. Le Castle. Et lui, il a un poil trop long, il passera pas. Donc, à ce moment-là, tu peux... C'est ta voiture, tu fais ce que tu veux avec. La pièce, ça existe de toute façon en pièce détachée, tu peux l'avoir à part, le renfort. Donc, tu peux un peu travailler ton renfort pour réussir à placer la pièce. Si tu veux absolument mettre un moteur de 92, ça passe aussi. Donc, tu as différents choix. Autre chose que j'ai fait, par exemple, sur le MT2, puisqu'on va le poser sur l'établi dans la foulée. Là-bas, j'ai mis un moteur de 45. Le moteur de 45 pose sur le châssis. Résultat, ça se passe super bien. Donc, je vais te laisser le MTX ici. Et ne vous dites pas, ah ouais, c'est que Mani qui a été consulté. Non, 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 non. Ils ont demandé plein de gens. Hein. À mon avis, ils ont dû demander aussi à, bien sûr, Stéphane Z, Exoka et GRC et compagnie. Tous les foufous de la méca. Pour voir un petit peu. Donc là, je vais pouvoir te montrer quelques modifs qu'ils ont fait bien plus simplement. Donc, le MT Sport et Sport Plus n'avait pas cette petite plaque en plus. Celle-là est arrivée avec le MT2, monté sur les tourelles longues, les autres avec des tourelles plus courtes et des amortos plus courts. Ils ont fait une plaque plus large maintenant pour éviter justement ce flex ou le diminuer. Peut-être que la pièce complète va flexer là, mais on ne devrait plus avoir l'empreinte de l'amorto sur son support, quoique. À voir. Les biellettes, tu vois, ont été changées. C'est toujours en M5, mais au lieu d'avoir une perforation pour le réglage, on est passé sur du 6 pans. Chacun ses choix. Il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent l'autre. En dessous, tu vois bien que c'est la même forme. Ça, c'est juste le long, donc il est plus long à ce niveau-là. Ça s'arrête là. Là, on a encore la barre de Ackermann. Et non pas la plaque. C'est vrai qu'on a dit toujours une barre de Ackermann, mais c'est bien une pièce en alu plate qu'ils ont mis à la place. Comme dit, jamais eu de problème. Le renfort de tourelle avant est beaucoup plus balèze qu'avant. Regarde, je te montre l'épaisseur de celui-là. Regarde comme il est mastoc. À l'arrière aussi. J'ai mon atelier qui est là en silence à côté. T'es grillé, ils savent que t'es là. Tu vois, on est beaucoup plus fin sur les pièces ici. Et aussi sur la pièce arrière. Ça, c'est celle qu'on ne pouvait pas adapter entre le MT2 et le MT1.5. Là, c'est fait. Et tu vois, là, j'ai un moteur de 45 qui pose sur la plaque. Ça rentre sans problème. Et je peux changer mon pignon comme je veux. On a déjà roulé quelques fois avec. Pas eu de surprise hein, sur les tonneaux ni rien d'autre. Donc, ça devrait bien se passer. Et celui-là aussi a déjà ses petites cales en plus. Tiens, j'avais même pas fait gaffe d'ailleurs. Au passage. Ce qui est cool, regardez, tiens, je vais te montrer. Pour mettre la cage de ce Fireteam, regardez, souvenez-vous, j'ai fabriqué une plaque en plus pour pouvoir séparer mes amortos. Elle est déjà montée là-dessus. C'est pas pour mettre. Ils ont déporté les amortos. Donc suspension, ici on a encore les ressorts bleus qui étaient plus souples que les oranges et les amortos plus couchés. On a les huiles d'origine, mais j'ai dû repercer les pistons pour assouplir l'engin, puisque là c'est ce que je voulais, faire un gros quad bien souple. Donc ça se passe bien avec les ressorts bleus. Avec l'huile d'origine, les pistons d'origine et les ressorts bleus, l'engin est relativement raide et a beaucoup de mal à remonter. Et maintenant je vais rapidement te fixer 4 roulettes sur le... Hop. 4 roulettes, c'est pas 4 women. Je viens de lui faire cracher son café. Alors, je vais rapidement te mettre des roues. Alors, au niveau de l'étagement des pignons, tu peux aller de 13 ou 14, je crois, minimum, jusqu'à 18 ou 19, selon ton moteur. Puisque si tu as un... Non, ça change rien, puisque c'est la bague qui va toucher, effectivement. Donc attention, puisque ta bague peut toucher le châssis. Et selon les KV que tu prends et le nombre de S, il faut bien faire ton calcul. Parce qu'évidemment, c'est bien de rouler avec des KV et des bas KV.
Le problème, c'est que tu as finalement, par rapport à leur étagement qu'ils ont pensé eux, pas une réduction suffisante pour atteindre, enfin, une démultiplication nécessaire pour atteindre la bonne vitesse. On a fait l'expérience sur le premier Big Buggy avec les Badlands, les roues étaient relativement petites. On avait la couronne d'origine, on avait le pignon le plus gros possible avec un 1600 kV en vitesse. On avait une Vmax qui ne suffisait pas. On a donc réglé ça sur le MT2 en mettant la couronne du MT Sport Plus avant qu'il y ait un slipper dessus. Pour arriver à cette vitesse nécessaire. Donc là, j'ai le choix. Moi, ce que j'aimais bien, si tu veux rouler léger, on me dit, tu l'équipes pas trop lourd, tu mets un 42-82 en 2000, ça va mieux que le 2005, que le 2000 kV en 42-74. Il fait le boulot, mais l'engin est lourd. Le 82, tu es plus à l'aise. Et si tu veux descendre tes kV, donc faut faire gaffe par contre à l'étagement. Évidemment, 1600 kV vitesse, là on doit être bien. Moi j'ai pas commandé un bac de 42 parce que je savais pas encore quel moteur j'allais mettre. Donc j'ai le choix, j'ai un 74 2000, j'ai un 40-74 en 1006. Évidemment j'ai les moteurs Surpass Rocket que j'ai envie de tester. Je pense que c'est l'endroit où on pourra bien les tester. Le 1450 en 8, ce sera peut-être un peu léger avec ces roues là, par contre avec des grandes roues ça ira bien. Le 1600, ça risque de pousser un petit peu fort, mais il faut que j'aille revérifier si ce Surpass 1006 il prend le 8S. Dans d'autres cas, j'ai un moteur SSS qui prend 8S. Et un de mes préférés en 40-74 1600 kV, c'est le Léopard V1. Ça, c'est une bonne brute. Donc cette suspension maintenant avec ses amortos plus raides est beaucoup plus agréable qu'avant. Là, on n'a même pas encore l'électronique dedans, mais avec l'électronique dedans, on sera pas mal. On sera bien posé, souple, soyeux. Ça va bien se passer. Au niveau des angles de train, parce qu'on a quand même un gros débattement, hein, on a quand même... faut quand même se dire qu'on a un méga bras de suspension pour avoir ici 5 cm de débattement sur la tige d'amorto. C'est ce que l'HP Savage savait déjà faire à l'époque. Les angles de train, on prend un peu d'ouverture en pleine compression et quand tu relâches, ça va. Tu vois, on est pas mal. Hein. C'est pas dégueu. À l'arrière, je sais pas si vous allez voir comme ça la caméra, on prend du pincement à l'axelle, tu vois, je vais te le montrer par en haut, tu vas pas le voir comme ça, et quand on est à fond, ça passe bien. Là c'est normal, c'est pas fixé, il y a la roulette que tu dois fixer par après. Donc je vais te le montrer par là. Tu vois, quand tu accélères, tu prends du pincement. Résultat aussi, quand tu tournes, ta roue arrière prend du pincement quand tu es en train de tourner et ta roue arrière elle reste relativement neutre, donc le train arrière va t'aider à mieux tourner. Donc on va peut-être pas mettre de l'huile trop dure à l'arrière comme on avait fait à l'époque avec les anciens. On va laisser peut-être 50 000 à l'arrière, 150 000 devant et 1 ou 2 000 au centre, et on ira faire des essais. Si on tourne pas assez, comme c'était le cas sur le MT Sport et le MT Sport Plus, bon c'était peut-être aussi plus parce qu'il n'y a pas de différentiel central dedans à l'époque, on n'était pas super maniable quand le terrain n'était pas glissant, donc on en profitait pour mettre de l'huile plus dure à l'arrière pour que ça passe. On va pas faire l'accès méca, on a déjà toutes les vidéos d'accès méca dans la playlist au bas haut. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, on a plein de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, ils tombent sur une vidéo hasard et ensuite ils me posent plein de questions dedans parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller voir les playlists. Donc vous mettez RC Garage 68 au bas haut, vous avez toutes mes vidéos au bas haut si vous êtes sur un moteur de recherche Android ou autre où tu n'as pas la petite loupe. Si tu es sur PC, tu vas sur la page d'accueil de la chaîne, il y a une petite loupe en haut à droite qui apparaît, tu mets juste le véhicule que tu cherches, la marque, le type, tu trouves les vidéos. Allez voir les playlists. On va encore faire du classement dans les playlists, à simplifier un peu la chose pour que tout le monde puisse trouver plus facilement. On était parti sur une playlist par modèle, mais ça devient trop compliqué parce qu'il y a trop de modèles. On va peut-être se baser sur Obao Buggy, Obao Truggy, Obao Monster et ainsi de suite pour tout, Obao GT pour toutes les marques. Je pense que ça sera le plus simple. Donc allez voir ces playlists parce que beaucoup de vos réponses sont là-dedans. On a fait l'accès méca du diff avant, du central, de l'arrière.
Comme dit, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais il n'y a pas tant de vis à enlever que ça. On a 5 vis pour séparer le pare-choc, 2 vis sur la cale de train, 4 vis sur le dessous. Et il reste 2 vis sur la cellule. Et tu as ton diff en main. Pour moi, c'est une opération qui prend 5 minutes pour atteindre, pour démonter et remonter le diff. Le central, tu atteins toutes les vis malgré qu'on ait ici les bas clipots. Donc il y a 8 vis à enlever. Ta boîte, elle tombe. Ensuite, tu la sépares en deux avec 4 vis de plus. Et tu as ton diff central aussi dans les pattes. On va peut-être quand même pas la trouver pour la massacrer celle-là. Si. Perso, moi je le préfère avec des roues un peu plus petites. Comme dit la Caro, de toute façon on va la descendre un petit peu, t'inquiète. Hein. On va pas laisser au perché comme ça. Il y en a certains qui n'aiment pas que les bacs dépassent. D'un autre côté, il faut bien mettre ses batteries quelque part. C'est vrai qu'on aimait bien ça sur le Sen, c'est d'avoir le moteur devant et le Vario. Et d'avoir la place pour mettre les batteries dans le coffre. C'est sympa aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a plein qui aiment bien le Savage Nitro. Parce qu'on voit les poutrelles de châssis de côté. Alors que sur le brushless, on a les bacs à batterie qui pendouillent sur les côtés. C'est bien la preuve que ce sont plus des mâles, les versions électriques. Surtout en vitesse, sur de grosses baloches. Ce qu'on va faire aussi sur celui-là, c'est fixer tout simplement tout ce qu'on a envie en dessous en RPM. Pour éviter d'abîmer mon beau châssis. Roi des bâcheurs. On peut fixer donc ça, ce sont des plaques de Traxxas Emax version RPM. Ça va bien, c'est discret, c'est pas trop épais. 4 trous en 2,5, 4 coups de tarot en 3,5, en 3, et c'est parti. À l'arrière, peut-être plutôt la mettre ici pour éviter de remplir là, mais de l'autre côté, ce que j'utilise souvent, c'est le patin RPM de Slash d'Euromotrice. On y coupe les deux pattes, et on va l'installer là-dedans, parce que ce qui reste de la patte va descendre là-dedans pour éviter justement de fourrer toute la boule à terre et les projections d'eau à l'arrière. Si tu veux faire du truc imprimé 3D, si tu as une imprimante 3D, un pote qui peut te le faire. Je répète, tous les fichiers sont sur Thingiverse. Donc tu as le choix. Tu peux aussi te mettre un gros méchant pare-choc devant si tu as vraiment besoin pour renforcer tout l'avant. Ça renforcera aussi ici le pare-choc avant. Je vais peut-être partir sur celui-là devant parce que ma passion des arbres. Quand les arbres ça va, c'est les poteaux. Le Coralie, le potal, bobo. Mais le Coralie avait le pare-choc. Mais ça ne servait à rien. Et on va aimer. Après, donc c'est chacun sa sauce. Le cerveau. Moi, je vais mettre un petit 35 kg dessus, brushless. On va mettre un Vario que je peux régler en 7/4. Ce sera un cerveau 7/4. Le moteur, je vous ferai part de mes choix. J'hésite encore maintenant si je vais partir sur un 6 ou un 8S en combo. Alors, on va faire un petit calcul par rapport à la vitesse, si on est bien. On roulera bien sûr ces pneus-là en forêt, ça va aller super bien. Et pour la pelouse, par contre, je partirai plutôt sur des pneus un peu plus fermes. On fera le test avec les deux de toute façon. J'adore les roues du FS Tank, donc Conradry Libache, parce qu'elles ballonnent pas beaucoup, sont hyper solides. Celle-là, elle ballonne beaucoup, donc pour le freestyle, tu seras bien sûr plus à l'aise avec ça. Hein? Et je crois que là, on a fait le tour. Si tu as des problèmes d'imagination, ça va là. Dans la carreau, elle est où la carreau d'origine? Vous êtes prêts? Un petit coup de ridicule. C'est horrible. Cette carreau est délirante. C'est du grand n'importe quoi. Donc il y a des carreaux de Savage XL qui vont dessus. Il y a plusieurs choix. Entre la XL nouveau modèle, la GT Gigante, l'ancien modèle, les carreaux de Timasso Rival, l'ancien, le 1/8e, le vrai, le gros. Et celle du Nero aussi, à mon avis, elle sera peut-être un poil plus courte, celle du Nero Big Rock, à voir. Bref, vous avez du choix. On se revoit pour équiper l'engin. Peut-être que ça me prendra pendant que je suis en train de le démonter pour faire un petit bout de vidéo pour montrer l'intérieur des diffs et tout ça, mais ça vous avez déjà des vidéos même officielles au bas pour vous le montrer. N'hésitez pas à passer voir toutes les autres chaînes qui ont déjà le véhicule, qui en parlent déjà. On a JTRC qui l'a déjà aussi, et comme dit Stéphane Z qui l'a déjà envoyé dans tous les sens. Ceux qui se prennent pour des bâcheurs, allez voir les vidéos de Stéphane Z, on en recausera après si vous êtes des bâcheurs.